Depuis quelques jours, il y a des personnes qui me disent quoi? Vous allez faire une introduction à Fantasio? Mais Fantasio, tout le monde connaît cette pièce en France et dans le monde entier. Tout le monde sait ce que c'est. Une chose charmante qui se passe un peu n'importe où et qui valut à son auteur la célébrité dès sa prime jeunesse. Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils appellent tout le monde? 100 000 personnes? 5 millions de personnes? 45 millions? 3 milliards? Alors on me dit, mais qu'est-ce que vous allez dire? Le nom de l'auteur, le genre de la pièce, le titre, la date. Et pourquoi pas je le dirais, parce que c'est tellement joli. Fantasio, drame romantique, Alfred de Musset, 1834. Et puis il faut bien le redire aussi qui est Musset, pour tous ces écoliers qui le confondent avec Vigny, parce qu'ils sont tous les deux romanesques, tous les deux romantiques, tous les deux romanciers, parce qu'ils ont tous les deux écrit des drames aussi, qu'ils sont contemporains, et qui se prénommaient tous les deux Alfred. Alors le nôtre, ce soir, Musset, c'est celui des nuits et du chandelier et des caprices de Marianne et de la confession d'un enfant du siècle et d'un grand amour avec George Sand. Vigny, c'est l'autre. 1834, il a 23 ans et demi. Je le précise car on dit qu'il a écrit Fantasio à 24 ans et on aime beaucoup les précisions, il a écrit à 23 ans et demi. Situons-le, Alfred de Musset, en 1834. La Révolution française est à peu près aussi éloignée de lui que l'est de nous la fin de la guerre de 1914. L'aventure napoléonienne, Waterloo, c'est aussi éloigné de lui, ou aussi proche que l'est de nous, l'occupation allemande. 4 ans avant qu'il n'écrive Fantasio, il y a eu une révolution, ce qu'on appelle des journées révolutionnaires, 1830. Plus tard, il y en aura d'autres journées, d'autres révolutions. Entre ces deux révolutions, le romantisme français, et d'où vient le romantisme français? Il vient de ce siècle, et il vient beaucoup, beaucoup, littérairement, de l'Allemagne. Car il a beaucoup lu Alfred de Musset, et vous allez voir que Fantasio a encore peut-être plus lu que l'auteur. Ils ont tout lu, ils ont lu les Allemands, ils ont lu Jean-Paul Richter, ils ont lu Goethe, donc ils ont lu Werther. Werther aussi, tout le monde dit, on connaît Werther, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Werther? On dit, c'est l'histoire d'un pauvre jeune homme qui est tombé amoureux et comme il n'a pas pu avoir la femme qu'il aimait, il s'est tué. Relisez Werther, ce n'est pas cela. C'est un homme qui est désespéré dès le début du drame. C'est un homme qui a des doutes, disons, philosophiques, qui a déjà perdu une maîtresse qu'il aimait beaucoup, et ce n'est pas forcément à cause de Charlotte qu'il se tue. On dit, ils sont romantiques, ils ont le mal du siècle, ils veulent aller soupirer au coin des bois. Est-ce si sûr? Qui sont-ils, ces romantiques? Ils sont les fils des gens qui avaient écrit sur les murs, et ils croyaient l'avoir écrit une fois pour toutes, liberté, égalité, fraternité ou la mort. La liberté, on peut l'avoir, oui, si l'État vous la donne. L'égalité, oui, si l'aristocratie renonce à ses privilèges, et elle l'a fait. Mais la fraternité, la fraternité, ça non, personne ne peut vous la donner. Elle se gagne d'instant en instant, et homme par homme, c'est assez difficile. Et peut-être que le mal du siècle, et peut-être que la maladie des romantiques, et peut-être ce qui tenaille Fantasio, c'est ça. Il n'y a pas la fraternité. Il se cogne à sa liberté qu'il a et qui est grande, mais il s'y cogne à l'infini, comme à des murs. L'égalité, il l'a aussi, il a même des dettes. Mais la fraternité, il a du mal à la trouver. Et quand il dit, vous allez voir, je voudrais être ce monsieur qui passe, une simple phrase, ça veut peut-être dire poétiquement, je voudrais trouver quelqu'un, trouver des amis, trouver un frère. Il ne se sent pas seul, mais il sent que la fraternité est difficile. Musset l'a senti aussi, même avec George Sand. Vous savez, il cherchait une femme, il y a eu un grand amour, mais il cherchait aussi un frère en George Sand. Alors, elle ne pouvait pas, et justement, elle a repris sa liberté. Ils ont cherché, oui, ces romantiques, ils avaient espéré, à cause de leur père, que les qualités de l'aristocratie, ce qu'on appelait les hommes de qualité, allaient directement se marier avec les vertus du peuple. Et au lieu de ça, entre cela, qu'est-ce qu'il voit, Fantasio, ou plutôt qu'est-ce qu'il voit, Musset? La bourgeoisie. Louis Philipparde, la tête pleine d'argent, les mains pleines de sang, plus souvent qu'à leur tour. Alors ils ont peur de cela, ils ont peur de ce réel, et ils voudraient le dépiéger, ils voudraient lui enlever son masque à ce réel. C'est peut-être plutôt ça, le romantisme. Ce n'est pas vrai qu'ils le fuient, c'est qu'ils veulent en chercher un autre. Et Fantasio, qui n'est pas aussi jeune que l'auteur, car si Musset a 23 ans et demi, il a créé un héros qui a une trentaine d'années, il cherche à démasquer, sous le masque qu'il prend, sous ce masque de bouffon, assez mélancolique et même assez tragique, et il rencontre la princesse. Pour une histoire d'amour? Non, sans doute pas. La princesse est une enfant. La princesse va être l'objet de ce que, en tout cas, la jeunesse déteste, un compromis. Un compromis puisque ce mariage qu'on propose à la princesse, qu'on impose à la princesse, pourrait assurer la paix entre un royaume et un duché. Si cette paix est possible,
pourquoi y sacrifier une jeune fille? Elle est possible dans le réel. À quoi bon y sacrifier l'intégrité d'un être? Et Fantasio pense à cela quand il voit la princesse, non pas encore une fois pour en tomber amoureux, mais parce qu'il voudrait la sauver de cette chose terrible que serait un compromis. Voilà. On dit aussi, et facilement, la pièce connut un grand succès. Vous croyez? Non. À l'époque, elle ne fut jamais représentée. Ce chef-d'œuvre célèbre et romantique, on a attendu quoi? Mais comme toujours qu'il fut devenu classique pour le jouer. C'est-à-dire qu'on le joua en 1866, sous l'Empire libéral. Musset était mort, le romantisme aussi. Mais Musset l'avait écrit, en quelques nuits peut-être, Fantasio, parce qu'il avait eu un peu plus de 20 ans. Je vous souhaite pour ce soir et pour une heure de retrouver les vôtres. Mes amis, je vous ai annoncé il y a déjà longtemps les fiançailles de ma chère Elsbeth avec le prince de Mantoue. Je vous annonce aujourd'hui l'arrivée de ce prince. Ce soir, peut-être demain ou plus tard, il sera dans ce palais. Que ce soit un jour de fête pour tout le monde, que les prisons s'ouvrent et que le peuple passe la nuit dans les divertissements. Rutten. Où est ma fille? Sire, elle est dans le parc avec sa gouvernante. Pourquoi ne l'ai-je pas encore vue aujourd'hui? Est-elle triste ou gaie de ce mariage qui s'apprête? Il m'a paru que le visage de la princesse était voilé de quelque mélancolie. Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas la veille de ses noces? La mort de Saint-Jean l'a contrariée. Penses-tu la mort de mon bouffon? D'un plaisant de cour bossu et presque aveugle? La princesse l'aimait. Dis-moi, Rutten, tu as vu le prince? Quel homme est-ce? Hélas, je lui donne ce que j'ai de plus précieux au monde, et je ne le connais point. Je suis demeuré fort peu de temps à Mantoue. Parle franchement! Par quels yeux puis-je voir la vérité si ce n'est par les tiens? En vérité, sire, je ne saurais rien dire du caractère et de l'esprit du noble prince. En est-il ainsi? Tu hésites? Toi, courtisan? De combien d'éloges l'air de cette chambre serait déjà rempli? De combien d'hyperboles flatteuses si le prince qui sera demain mon gendre t'avait paru digne de ce titre? Me serais-je trompé, mon ami? Aurais-je fait en lui un mauvais choix? Sire, le prince passe pour le meilleur des rois. La politique est une fine toile d'araignée dans laquelle se débattent bien des pauvres mouches mutilées. Je ne sacrifierai le bonheur de ma fille à aucun intérêt. Le mariage de la princesse, buvons, fumons et tâchons de faire un peu de tabac. Il serait bon de nous mêler à tout ce peuple qui court les rues et d'éteindre quelques lampions sur de bonnes têtes de bourgeois. Allons donc. Fumons tranquillement. Je veux rien faire tranquillement aujourd'hui, oui. Tu sais, je me fais abattre des cloches, je veux pendre dans le bourdon d'une église, il faut que je carillonne un jour de fête. Où est donc Fantasio? Attendons-le. Ne faisons rien sans lui. Bah, il nous trouvera toujours, il est à se griser dans quelques trous de la rue basse. Oh là, un dernier coup. Messieurs, je viens vous prier de vouloir bien aller plus loin, si vous ne voulez pas être dérangés dans votre gaieté. Mais pourquoi donc, mon capitaine? La princesse est dans sa... Et vous comprenez qu'il n'est pas aisément convenable de rester pris.
Voilà qui est intolérable. Mais qu'est-ce que cela nous fait de rire ici ou ailleurs? Et qui nous dit qu'il nous sera permis de rire ailleurs? Vous verrez qu'il sortira un diable vert de tous les pavés de la ville pour nous prier d'aller rire dans la lune. La princesse n'a jamais fait un acte de despotisme de sa vie. Que Dieu la conserve. Si elle ne veut pas qu'on rie, c'est qu'elle est triste. Ou qu'elle chante. Laissons-la en repos. Voilà un manteau rabattu qui perd quelques bonnes nouvelles. Quelques mouches ont envie de nous aborder. Je suis étranger, messieurs. À quelle occasion cette fête? La princesse Elsbeth se marie. C'est une belle femme, à ce que je présume. Que vous êtes bel homme, vous l'avez dit. Aimée de son peuple, si j'ose le dire, car il me paraît que tout est illuminé. Eh oui, tous ces lampions allumés, comme tu l'as dit si sagement, à l'étranger, ne sont pas autre chose qu'une illumination. Je voulais demander par là si la princesse est la cause de ces signes de joie. L'unique cause, puissant rhéteur. Oui, nous aurions beau nous marier tous, il n'y aurait aucune espèce de réjouissance dans cette ville ingrate. Heureuse! La princesse qui sait se faire aimer de son peuple. Des lampions allumés n'ont jamais fait le bonheur d'un peuple chez Rome primitif. Cela n'empêche pas la susdite princesse d'être fantasque comme une bergeronnette. En vérité, vous avez dit fantasque. Je l'ai dit, cher inconnu, je me suis servi de ce mot. Et qui entre en veut ce baragouiner d'italien? Voilà qui nous quitte pour aborder un autre groupe. Sans l'espion du lieu. Il ne sent rien du tout. Il est bête à faire plaisir. Voilà Fantasio qui arrive. Mais qu'a-t-il donc? Je me trompe pas, quelques lubies mûries dans sa cervelle. Eh bien, mon ami, que ferons-nous cette soirée? Tout, absolument. Or, un roman nouveau. Je disais qu'il faudrait nous lancer dans cette canaille et nous divertir un peu. L'essentiel serait d'avoir des nectarons et des pétards. Contre la taille des filles. Oui, et les bourgeois par la queue leur avis. Merci que l'enterre. Oui, c'est bien, on y partons. Il était une fois un roi de Perse. Oh, Fantasio, tu viens? Je n'en suis pas, je n'en suis pas. Pourquoi? Fais-moi un verre de ça. Ouais. Tu as le mois de mai sur les joues. C'est vrai. Et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée sans feu. Il n'y a que du vent et des cendres. Cela m'ennuie que tout le monde s'amuse. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Allons, voyons, dites-moi de grâce un calembour usé, quelque chose de bien rebattu. Pourquoi? Pour que je rie. Je ne ris plus de ce qu'on invente, peut-être que je rirai de ce que je connais. Tu me sembles un tant soit peu misanthrope et enclin à la mélancolie. Du tout. Je viens de chez ma maîtresse. Oui ou non, es-tu des nôtres? Je suis des vôtres si vous êtes des miens. Et restons un peu ici à parler de choses et d'autres, en regardant nos habits neufs. Ah non, ma foi, si tu es là d'être debout, moi je suis là d'être assis. Il faut que je m'évertue en plein air. Je ne saurais m'évertuer. Je vais rester avec ce brave Sparte qui va me tenir compagnie. N'est-ce pas, Sparte? Comme tu voudras. Et en ce cas, adieu. Pas de sur nous, allons voir la fête. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde-moi un peu cette vallée là-bas. Ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur cette montagne.
J'ai fait des paysages comme celui-là lorsque j'avais 12 ans sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac. Quelle bonne bière. Je dois t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Toi, tu m'ennuies horriblement. Mais cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Que Tia Blartman et Fatio s'en vont-ils faire dans cette fête? Ce sont des gaillards actifs et qui ne sauraient rester en place. Quelle admirable chose que les 1001 nuits. Oh, Spar. Mon cher Spar. Si tu pouvais me transporter en Chine. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Je pouvais être ce monsieur qui passe. Cela me paraît assez difficile. Et ce monsieur qui passe est charmant, regarde! Quelle belle culotte de soie! Quelle belle fleur rouge sur son gilet! Ces breloques de montre battent sur sa panse, en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas. Tout ce que les hommes se disent entre eux se ressent. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations, mais à l'intérieur de toutes ces machines isolées qu'elles replient, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains. Bois donc des œuvrets au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une seule chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au collet. Voilà qui est fort gai, en effet. Où coucheras-tu ce soir? J'ai la première venue. Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Manques-tu d'argent, Harry? Veux-tu ma bourse? Imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Cela t'ennuiera à peine. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon, depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre, et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves. En attendant que je meure d'une indigestion de fraises entre les bras de ma bien-aimée. Remarques-tu une chose, Park? C'est que nous n'avons point d'état, nous n'exerçons aucune profession. C'est cela qui t'attriste? Il n'y a pas de maître d'armes mélancolique. Tu me fais l'effet d'être revenu de tout. Pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc? Eh bien donc, veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place, de rue, de ruelle où je n'ai rôdé 30 fois. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ces talons usés, pas de maison où je ne sache quelle est la fille, ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je me suis promené en 100 fois plus de sens dans cette cervelle délabrée, moi. Son seul habitant. Je m'y suis grisé dans tous les cabarets. Je m'y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré. J'y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique.
Je n'ose pas seulement y entrer maintenant comme un voleur, une lanterne sourde à la main. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-même. Moi, quand je fume, par exemple, ma pensée se fait fumer de tabac. Quand je bois, elle se fait vin d'Espagne ou bière de Flandre. Quand je baise la main de ma maîtresse, elle entre par le bout de ses doigts effilés pour se répandre dans tout son être sur des courants électriques. Il me faut le parfum d'une fleur pour me distraire et de tout ce que renferme l'universelle nature. Le plus chétif objet suffit pour me changer en abeille et me faire voltiger ça et là avec un plaisir toujours nouveau. Tranchons le mot. Tu es capable de pêcher à la ligne. Si cela m'amuse, je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec les dents. Cela ne m'amuserait pas. Et qu'en sais-tu? Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Allons jouer au 30 et 40. Non, en vérité. Et pourquoi? Parce que nous perdrions notre argent. Non. Mon Dieu, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Tu sais quoi inventer pour te torturer l'esprit? Tu vois ton tout en noir, misérable, perdre notre argent. Mais tu n'as donc dans le cœur ni foi en Dieu ni espérance. Tu es donc un athée épouvantable, capable de me dessécher le cœur et de me désespérer de tout. Moi qui suis plein de sève et de Chanel. En vérité, il y a certains moments où je ne jurerais pas que tu n'es pas fou. Qu'on me donne une cloche de verre. Une cloche? Mais pourquoi faire une cloche? Jean-Paul n'a-t-il pas dit qu'un homme absorbé par une grande pensée est comme un plongeur sous sa cloche au milieu du vaste océan? Je n'ai point de cloche, Spark. Point de cloche. Mais je danse comme Jésus-Christ sur le vaste océan. Fais-toi journaliste ou homme de lettres, Henri. C'est encore le plus efficace moyen qui nous reste de désopiler la misanthropie et d'amortir l'imagination. Je voudrais me passionner pour un homard à la moutarde, pour une grisette, pour une classe de minéraux. Spark, bâtissons une maison tous les deux. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que tu rêves? Cela ferait un joli recueil. Un sonnet vaut mieux qu'un long poème. Et un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet. Et pourquoi ne voyages-tu pas? Va en Italie. Oh, j'y ai été. Eh bien, est-ce que tu ne trouves pas ce pays-là beau? Il y a une quantité de mouches grosses comme des hannetons qui vous piquent toute la nuit. Va en France. Il n'y a pas de bon vin du Rhin à Paris. Va en Angleterre. J'y suis. Est-ce que les Anglais ont une patrie? J'aime autant les voir ici que chez eux. Alors va donc au diable. S'il y avait un diable dans le ciel, s'il y avait un enfer, comme je me brûlerais la cervelle pour aller voir tout cela. Quelle misérable chose que l'homme. Ne pas pouvoir seulement sauter par la fenêtre sans se casser les jambes. Être obligé de jouer du violon 10 ans pour devenir un musicien passable. Apprendre pour être peintre, pour être palefrenier. Apprendre pour faire une omelette. Oh, Spark. Il me prend des envies de m'asseoir sur un parapet, de regarder couler la rivière et de me mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite jusqu'au jour de ma mort. Ce que tu dis là ferait rire bien des gens. Moi, cela me fait frémir. C'est l'histoire du siècle entier. L'éternité est une grandeur de tous les siècles, comme de jeunes aiglons se sont envolés tour à tour pour traverser le ciel et disparaître. Le nôtre est arrivé à son tour au bord du Nil, mais on lui a coupé les ailes. Et il attend la mort
en regardant l'espace dans lequel il ne peut s'élancer. Tu m'appelles ta vie, appelle-moi ton âme. Car l'âme est immortelle et la vie est un jour. Connais-tu plus divine romance que celle-là, Spark? C'est une romance portugaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit sans me donner envie d'aimer quelqu'un. Qui, par exemple? Qui? Je ne sais pas. Quelques belles filles toutes rondes comme les femmes de Mieris. Quelque chose de doux comme le vent d'ouest. De pâle comme les rayons de la lune. Quelque chose de pensif comme ces petites servantes d'auberge des tableaux flamands qui donnent le coup de l'étrier à un voyageur à larges bottes, droit comme un piquet sur son grand cheval blanc. Quelle belle chose que le coup de l'étrier. Une jeune femme sur le pas de la porte. Le feu allumé qu'on aperçoit au fond de la chambre, le souper préparé, les enfants endormis. Toute la tranquillité de la vie paisible et contemplative dans un coin du tableau. Et là, l'homme encore haletant, mais ferme sur sa selle, ayant fait 20 lieues, en ayant 30 à faire, une gorgée d'eau de vie, adieu. La nuit est profonde là-bas, le temps menaçant, la forêt dangereuse. La bonne femme le suit des yeux 1 minute. Puis elle laisse tomber en retournant à son feu cette sublime aumône du pauvre. Que Dieu le protège. Si tu étais amoureux, Henri, tu serais le plus heureux des hommes. L'amour n'existe plus, mon cher ami. La religion, ça nourrit, ça les mamelles pendantes comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. L'amour est une hostie qu'il faut briser en deux au pied d'un autel et avaler ensemble dans un baiser. Il n'y a plus d'autel, il n'y a plus d'amour. Vive la nature, il y a encore du vin. Tu vas te griser. Je vais me griser, tu l'as dit. Il est un peu tard pour cela. Mais pourquoi t'appelles-tu tard? Midi est tard, minuit est de bonheur. Où prends-tu la journée? Spark. Non, Spark, Christophe. Je t'en prie. Buvons. Causons. Analysons. Déraisonnons. Faisons de la politique. Organisons des combinaisons de gouvernement. Attrapons tous les hannetons qui passent autour de cette chandelle et mettons-les dans nos poches. Sais-tu que les canons à vapeur sont une très belle chose en matière de philanthropie? Comment l'entends-tu? Il y avait une fois un roi qui était très sage, très heureux. Très heureux. Après? La seule chose qui manquait à son bonheur, c'était d'avoir des enfants. Il fit faire des prières publiques dans toutes les mosquées. Où en veux-tu venir? Je pense à mes chers 1001 nuits, c'est comme cela qu'elle commence tout. Oh, Spark, je suis gris. Allons, levons-nous, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, braves gens! Qui enterrez-vous là? Ce n'est pas maintenant l'heure d'enterrer proprement. J'enterre en Saint-Jean. Quoi ça, Jean est mort? Le bouffon du roi est mort. Qui a pris sa place? Le ministre de la Justice? Sa place est vacante. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Voilà une insolence que tu n'as pas évitée. Aussi, quelle idée d'interpeller ces gens. Il n'y a là rien d'insolent. C'est un conseil d'ami que m'a donné cet homme et que je vais suivre à l'instant. Tu vas se faire bouffon de la cour? Oui, cette nuit. Mais on te reconnaîtra. Les laquettes mettront à la porte. N'es-tu pas filleule de feu la reine? Comme tu es belle.
Que demande votre seigneurie? Vous êtes bien tailleur de la cour. Pour vous servir. Est-ce bien vous qui habillez Saint-Jean? Oui, monsieur. Vous le connaissiez? Vous savez de quel côté était sa bosse et quelle perruque il portait? Monsieur veut rire. Eh bien, colonel? Altesse, Eh bien, Marinoni? mélancolique, fantasque d'une joie folle, soumise à son père, aimant beaucoup les pois verts. Écris cela. Je ne comprends clairement que les écritures moulées en bâtarde. Mélancolique, Écris à voix basse. Je rêve à un projet d'importance depuis mon dîner. Voilà, Altesse, ce que vous demandez. Ah, c'est bien. Je te nomme mon ami intime. Je ne connais pas dans tout mon royaume de plus belle écriture que la tienne. Assieds-toi. À quelque distance. Vous pensez donc, mon ami, que le caractère de la princesse, ma future épouse, vous est secrètement connu? Oui, Altesse. J'ai parcouru les alentours du palais, et ces tablettes renferment les principaux traits des conversations différentes dans lesquelles je me suis immiscé. Immiscé. Il me semble que je suis poudré comme un homme de la dernière classe. L'habit est magnifique. Que dirais-tu, Marinoni, si tu voyais ton maître revêtir un simple frac olive? Son Altesse rit de ma crédulité. Donc, colonel, apprends que ton maître est le plus romanesque des hommes. Romanesque, Altesse? Oui, mon ami, je t'ai accordé ce titre. L'important projet que je médite est inouï dans ma famille. Je prétends arriver à la cour du roi mon beau-père dans l'habillement d'un simple aide de camp. Ce n'est pas assez d'avoir envoyé un homme de ma maison recueillir les bruits publics sur la future princesse de Mantoue. Et cet homme, Marinoni, c'est toi-même. Je veux encore observer par mes yeux. Dieu vrai, Altesse? Ne reste pas pétrifié. Un homme tel que moi ne doit avoir pour ami intime qu'un esprit vaste et entreprenant. Une seule chose me paraît s'opposer au dessein de votre Altesse. Laquelle? L'idée d'un tel travestissement ne pouvait appartenir qu'au prince glorieux qui nous gouverne. Mais si mon gracieux souverain est confondu parmi l'état-major, à qui le roi de Bavière fera-t-il les honneurs d'un festin splendide qui doit avoir lieu dans la grande galerie? Tu as raison. Si je me déguise, il faut que quelqu'un prenne ma place. Cela est impossible. Oh, Marinoni, je n'avais pas pensé à cela. Mais pourquoi impossible, Altesse? Mais je veux bien consentir à élever quelqu'un jusqu'au grade de colonel, mais comment peux-tu croire que je pourrais élever au grade à mon rang un homme quelconque? Penses-tu d'ailleurs que mon futur beau-père me le pardonnerait? Non, le roi passe pour un homme de beaucoup de sens et d'esprit, avec une humeur agréable. Oh. Ce n'est pas sans peine que je renonce à mon projet. Pénétrer dans cette cour nouvelle sans faste et sans bruit, observer tout, m'approcher de la princesse sous un faux nom et peut-être m'en faire aimer. Oh, je m'égare. Cela est impossible. Marinoni, mon habit. Essaie mon habit de cérémonie, je ne saurais y résister. Altesse. Crois-tu que des siècles futurs oublieront une pareille circonstance? Jamais, gracieux prince. Viens, essayez mon habit. Vie et mort sont un rêve, et de tous ces rêves enfuis, éveillerons-nous la
sa sérénité. Sera-t-elle l'abri, la côte hospitalière, après tant de tourments qui brisèrent notre vie? Les fleurs printanières y seront-elles cueillies, accompagnant nos pas pour notre rédemption? Ah, quand la terre mourante se fondra derrière nous, combien nous souffrirons nos folies d'ici-bas. Chaque année trépassée est pour nous un aimant qui nous conduit pressés vers des cieux ignorés. Mes pauvres yeux en ont pleuré. Pleurer, un torrent du ciel. Tu es si bonne. Moi aussi, j'aimais Saint-Jean. Il avait tant d'esprit. Ce n'était pas un bouffon ordinaire. Savez-vous que le prince de Mantoue arrive aujourd'hui? On dit que c'est un Amadis. Si tu l'as, il est horrible et idiot. Tout le monde le sait déjà ici. Oh, comme vous parlez tristement. Si je refusais le prince, la guerre serait bientôt recommencée. Quel malheur que ces traités de paix se signent avec des larmes. Oh, je voudrais être une forte tête et me résigner à épouser le premier venu quand cela est nécessaire en politique. Être la mère d'un peuple, cela console les grands cœurs, mais non les têtes faibles. Je ne suis qu'une pauvre rêveuse. Peut-être la faute en est-elle à tes romans. Tu en as toujours dans tes poches. Oh, Seigneur, n'en dites rien. J'ai peu connu la vie. J'ai beaucoup rêvé. Et si le prince de Mantoue est tel que vous le dites, Dieu ne laissera pas cette affaire-là s'arranger, j'en suis sûre. Crois. Dieu laisse faire les hommes, ma pauvre amie. Il ne fait guère plus de cas de nos plaintes que du bêlement d'un mouton. Mais je suis sûre que si vous refusiez le prince, votre père ne vous forcerait pas. Certainement, il ne me forcerait pas. C'est pour cela que je me sacrifie. Veux-tu que j'aille dire à mon père d'oublier sa parole et de rayer d'un trait de plume son nom respectable sur un contrat qui fait des milliers d'heureux? Qu'importe qu'il fasse une malheureuse. Je laisse mon bon père être un bon roi. Ne pleure pas sur moi. Tu me ferais peut-être pleurer moi-même. Il ne faut pas qu'une royale fiancée ait les yeux rouges. Ne t'afflige pas de tout cela. Après tout, je serai une reine. C'est peut-être amusant. Je prendrai peut-être goût à mes parures, que sais-je, à mes carrosses, à ma nouvelle cour. Heureusement qu'il y a pour une princesse autre chose dans le mariage qu'un mari. Je trouverai peut-être le bonheur au fond de ma corbeille de noces. Tiens, commençons toujours par en rire, quitte à en pleurer quand il en sera temps. On dit que le prince de Mantoue est la plus ridicule chose du monde. Oh, si Saint-Jean était là! Vous l'aimiez beaucoup. Cela est singulier. Son esprit m'attachait à lui, avec des fils imperceptibles qui semblaient venir de mon cœur. Sa perpétuelle moquerie de mes idées romanesques me plaisait à l'excès, alors que je ne puis supporter qu'avec peine bien des gens qui abondent dans mon sens. Je ne sais ce qu'il y avait autour de lui, dans ses yeux, dans ses gestes, dans la manière dont il prenait son tabac. C'était un homme bizarre. Tandis qu'il me parlait, il me passait devant les yeux des tableaux délicieux.
Sa parole donnait la vie comme par enchantement aux choses les plus étranges. Oh, voilà des pages qui vont et viennent. Je crois que le prince ne va pas tarder à se montrer. Il faudrait retourner au palais pour vous habiller. Je t'en supplie, laisse-moi un quart d'heure encore. Va préparer ce qu'il me faut. Hélas, je n'ai plus longtemps rêvé. Oh, est-il possible que ce mariage se fasse s'il vous déplaît? Un père sacrifier sa fille. Ne dis pas de mal de mon père. Va préparer ce qu'il me faut. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je suis un brave cueilleur de fleurs qui souhaite le bonjour à vos beaux yeux. Que signifie cet accoutrement? Qui êtes-vous pour venir parodier sous cette large perruque un homme que j'ai aimé? Êtes-vous écolier en bouffonnerie? Plaise à votre Altesse Sérénissime. Je suis le nouveau bouffon du roi. Le majordome m'a reçu favorablement. Je suis présenté au valet de chambre. Les marmitons me protègent depuis hier soir. Et je cueille modestement des fleurs en attendant qu'ils me viennent de l'esprit. Cela me paraît douteux que vous cueilliez jamais cette fleur-là. Pourquoi? L'esprit peut venir à un homme vieux tout comme à une jeune fille. Cela est si difficile parfois de distinguer un trait spirituel d'une grosse sottise. Beaucoup parler, voilà l'important. Le plus mauvais tireur de pistolet peut attraper la mouche s'il tire 780 coups à la minute. Tout aussi bien que le plus habile homme qui n'en tire qu'un ou deux bien ajustés. Je ne demande qu'à être nourri convenablement pour la grosseur de mon ventre. Et je regarderai mon ombre au soleil pour voir si ma perruque pousse. En sorte que vous voilà revêtu des dépouilles de Saint-Jean. Vous avez raison de parler de votre ombre. Tant que vous porterez ce costume, elle lui ressemblera toujours, je crois, plus que vous. Je fais en ce moment une élégie qui décidera de mon sort. Quelle façon? Elle prouvera clairement que je suis le premier homme du monde, ou bien elle ne vaudra rien du tout. Je suis en train de bouleverser l'univers pour le mettre en acrostiche. La lune, le soleil et les étoiles se battent pour entrer dans mes rimes comme des écoliers à la porte d'un théâtre de mélodrame. Pauvre homme, quel métier tu entreprends? Faire de l'esprit à ton pareur. N'as-tu ni bras ni jambes? Et ne ferais-tu pas mieux de labourer la terre que ta propre cervelle? Pauvre petite, quel métier vous entreprenez? Épouser un sot que vous n'avez jamais vu. N'avez-vous donc ni cœur ni tête? Et ne feriez-vous pas mieux de vendre vos robes que votre corps? Voilà qui est hardi, monsieur! Comment appelez-vous cette fleur-là, s'il vous plaît? Une tulipe? Une tulipe rouge? Ou une tulipe bleue? Bleue, à ce qu'il me semble. Point du tout. C'est une tulipe rouge. Veux-tu mettre un habit neuf à une vieille sentence? Tu n'en as pas besoin pour dire que des goûts et des couleurs, il n'en faut pas disputer. Oh, je ne dispute pas. Je vous dis que cette tulipe est une tulipe rouge. Et cependant, je conviens qu'elle est bleue. Comment arranges-tu cela? Comme votre contrat de mariage. Qui peut savoir sous le soleil s'il est né bleu ou rouge? Les tulipes elles-mêmes n'en savent rien. Les jardiniers et les notaires font des greffes si extraordinaires que les pommes deviennent des citrouilles et que les chardons sortent de la mâchoire de l'âne pour s'inonder de sauce dans le plat d'argent d'un évêque. Cette tulipe que voilà s'attendait bien à être rouge, mais on l'a mariée. Elle est tout étonnée d'être bleue. C'est ainsi que le monde entier se métamorphose sous la main de l'homme. Et la pauvre dame nature doit se rire au nez parfois de bon cœur quand elle mire dans ses mers et dans ses lacs son éternelle mascarade. Croyez-vous que ça sentit la rose dans le paradis de Moïse? Cela ne sentait que le foin vert. La rose est une fille de la civilisation, c'est une marquise, comme vous et moi. La pâle fleur de l'aubépine peut devenir une rose. Et un chardon peut devenir un artichaut. Mais une fleur ne peut en devenir une autre. Ainsi qu'importe à la nature, on ne la change pas, on l'embellit, on la tue. La plus chétive violette mourrait plutôt que de céder si l'on voulait par des moyens artificiels altérer sa forme d'une étamine. C'est pourquoi je fais plus de cas d'une violette que d'une fille de roi. Il y a certaines choses que les bouffons eux-mêmes n'ont pas le droit de railler. Fais-y attention. Si tu as écouté ma conversation avec ma gouvernante,
Prends garde à tes oreilles. Non, pas à mes oreilles, mais à ma langue. Vous vous trompez de sens. Il y a une erreur de sens dans vos paroles. Ne me fais pas de calembour si tu veux gagner ton argent. Et ne me compare pas à des tulipes si tu ne veux gagner autre chose. Pourquoi? Un calembour console de bien des chagrins. Et jouer avec les mots est un moyen comme un autre de jouer avec les pensées, les actions et les êtres. Tout est calembour ici-bas. Et il est aussi difficile de comprendre le regard d'un enfant de 4 ans que le galimatia de 3 drames modernes. Tu me fais l'effet de regarder le monde à travers un prisme tant soit peu changeant. Chacun a ses lunettes. Mais personne ne peut dire au juste de quelle couleur en sont les verres. Qu'est-ce qui pourra me dire au juste si je suis heureux ou malheureux, bon ou mauvais, triste ou gai, bête ou spirituel? Tu es laid, du moins. Cela est certain. Pas plus certain que votre beauté. Voilà votre père qui vient avec votre futur mari. Qui est-ce qui peut savoir si vous l'épouserez? Prince, voici ma fille. Pardonnez-lui cette toilette de jardinière. Vous êtes ici chez un bourgeois qui en gouverne d'autres. Et notre étiquette est aussi indulgente pour nous-mêmes que pour eux. Permettez-moi de baiser cette main charmante, madame, si ce n'est pas une trop grande faveur pour mes lèvres. Votre Altesse m'excusera si je rentre au palais. Je la verrai, je pense, d'une manière plus convenable à la présentation de ce soir. La princesse a raison, voilà une divine pudeur. Quelle est donc cette tête de camp qui vous suit comme votre ombre? Il m'est insupportable de l'entendre ajouter une remarque inepte à tout ce que nous disons. Renvoyez-le, je vous en prie. C'est fort adroit de ta part de l'avoir persuadé de m'éloigner. Je vais tâcher de joindre la princesse et lui toucher quelques mots délicats, sans faire semblant de rien. Cette tête de camp est un imbécile, mon ami. Que pouvez-vous faire de cet homme-là? Poussons quelques pas plus avant, si votre majesté le permet. Je crois apercevoir un kiosque tout à fait charmant par cette fenêtre. Ce déguisement me réussit à merveille. J'observe et je me fais aimer. Tout jusqu'ici va au gré de mes désirs. Le père me paraît un grand roi, quoique un peu trop sans façon. Et je m'étonnerais fort si je ne lui avais plu tout d'abord. J'aperçois la princesse qui rentre au palais. Le hasard me favorise singulièrement. Altesse, permettez à un fidèle serviteur de votre futur époux de vous offrir les félicitations sincères que son cœur humble et dévoué ne peut contenir en vous voyant. Heureux les grands de la terre, ils peuvent vous épouser. Moi, je ne le puis pas. Cela m'est tout à fait impossible. Je suis d'une naissance obscure. Oh. Je n'ai pour tout bien qu'un nom redoutable à l'ennemi. Un cœur pur et sans tache bat sous ce modeste uniforme. Je suis un pauvre soldat criblé de balles des pieds à la tête. Je n'ai pas un ducat. Je suis solitaire, exilé de ma terre natale comme de ma patrie céleste, c'est-à-dire le paradis de mes rêves. Oh. Je n'ai pas un cœur de femme à presser sur mon cœur. Je suis maudit et silencieux. Que me voulez-vous, mon cher monsieur? Êtes-vous fou? Ou demandez-vous l'aumône? Qu'il me serait difficile de trouver les mots pour exprimer ce que j'éprouve. Je vous ai vu passer toute seule dans le palais, j'ai cru qu'il était de mon devoir de me jeter à vos pieds et de vous offrir mon bras jusqu'à la poterne. Je vous suis obligée, rendez-moi le service de me laisser tranquille. Aurais-je eu tort de l'aborder? Hein? Ben, il me fallait pourtant bien, puisque j'ai le dessein de la séduire sous ce costume. Ouais. Cependant, elle m'a répondu d'une manière désagréable. Ouais.
Je n'aurais peut-être pas dû lui parler si vivement. Bah, il le fallait pourtant bien. Puisque son mariage est presque assuré et que j'ai le dessein de supplanter Marinoni qui me remplace. Ouais, mais la réponse était désagréable. Aurait-elle un cœur dur et faux? Il serait bon de sonder adroitement la chose. Quel métier délicieux que celui de bouffon. J'étais gris, je crois, hier soir lorsque j'ai pris ce costume et que je me suis présenté au palais. Mais en vérité, jamais la saine raison ne m'a rien inspiré qui valût cet acte de folie. J'arrive, et me voilà reçu, choyé, enregistré. Et ce qu'il y a de mieux encore, oublié. Je vais et viens dans ce palais comme si je l'avais habité toute ma vie. Tout à l'heure, j'ai rencontré le roi. Il n'a pas même eu la curiosité de me regarder. Son bouffon étant mort, on lui a dit « Sire, en voilà un autre. » C'est admirable. Dieu merci, voilà ma cervelle à l'aise. Je puis faire toutes les balivernes possibles sans qu'on me dise rien pour m'en empêcher. Je suis un des animaux domestiques du roi de Bavière, et si je veux, tant que je garderai ma bosse et ma perruque, on me laissera vivre jusqu'à ma mort entre un épagnol et une pinta. En attendant, mes créanciers peuvent se casser le nez contre ma porte tout à leur aise. Je suis aussi bien en sûreté ici, sous cette perruque, que dans les Indes occidentales. N'est-ce pas la princesse que j'aperçois dans la chambre voisine à travers cette glace? Elle rajuste son voile de noces. De longues larmes coulent sur ses joues. En voilà une qui se détache comme une perle qui tombe sur sa poitrine. Pauvre petit. J'ai entendu ce matin sa conversation avec sa gouvernante. En vérité, c'était par hasard. Maintenant, la voilà qui pleure et qui ne se doute guère que je la vois encore. Ah, si j'étais un écolier de rhétorique, comme je réfléchirais profondément sur cette misère couronnée, sur cette pauvre petite brebis à qui on met un ruban rose au cou pour la mener à la boucherie. Cette petite fille est sans doute romanesque. Il lui est cruel d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas, cependant elle se sacrifie, en silence. Que le hasard est capricieux. Il faut que je me grise, que je rencontre l'enterrement de Saint-Jean, que je prenne son costume et sa place, que je fasse enfin la plus grande folie de la terre, pour venir voir tomber à travers cette glace les deux seules larmes que cet enfant versera peut-être sur son triste voile de fiancée. Tu es un sot, colonel! Votre Altesse se trompe sur mon compte de la manière la plus pénible. T'es un maître butin! Ne pouvais-tu empêcher cela? Je te confie le plus grand projet qui soit jamais enfanté depuis une suite d'années incalculables. Et toi, mon meilleur ami, mon plus fidèle serviteur, tu entases bêtise sur bêtise. Non, 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 non. Tu auras vous dire. Ce n'est pas pardonnable. Mais comment pourrais-je empêcher votre Altesse de s'attirer les désagréments qui sont la suite nécessaire du rôle supposé qu'elle joue? Vous m'ordonnez de prendre votre nom et de me comporter en véritable prince de Mantoue. Puis j'empêche le roi de Bavière de faire un affront à mon aide de camp. Vous aviez tort de vous mêler de nos affaires. Je voudrais bien voir qu'un butor comme toi se met là de me donner des ordres. Considérez, Altesse, qu'il faut cependant que je sois le prince, ou que je sois l'aide de camp. C'est par votre ordre que j'agis. On va dire que je suis un impertinent en présence de toute la cour parce que j'ai voulu baiser la main de la princesse. Je suis venu déclarer la guerre. Et rentrer dans mes états pour me mettre à la tête de mes armées. Songez-t-on, Altesse, que ce mauvais compliment s'adressait à l'aide de camp et non au prince? Prétendez-vous qu'on vous respecte sous ce déguisement? Sophie, prends-moi mon avis. Si mon souverain l'exige, je suis prête à mourir pour lui. En vérité, je ne sais quoi résoudre. D'un côté, je suis furieux de ce qui m'arrive, et de l'autre, je suis désolé de ne pouvoir donner suite à mon projet.
La princesse ne me paraît pas indifférente aux mots à double entente dont je ne cesse de la poursuivre. Déjà 2 ou 3 fois, je suis parvenu à lui dire à l'oreille des choses incroyables. C'est bien. Réfléchissons à tout cela. Que ferais-je, Altesse? Remets-le, remets-le. Et rentrons au palais. Ma fille, il faut répondre franchement à ce que je vous demande. Ce mariage, vous déplaît-il? C'est à vous, sire, de répondre vous-même. Il me plaît, s'il vous plaît. Il me déplaît, s'il vous déplaît. Le prince m'a paru être un homme ordinaire, dont il est difficile de rien dire. La sottise de son aide de camp lui fait seul tort dans mon esprit. Quant à lui, c'est peut-être un bon prince, mais ce n'est pas un homme élevé. Il n'y a rien en lui qui me repousse ou qui m'attire. Que puis-je te dire là-dessus? Le cœur des femmes a des secrets que je ne puis connaître. Elles se font des héros, parfois si étranges. Elles saisissent si singulièrement un ou deux côtés d'un homme qu'on leur présente qu'il est impossible de juger pour elles, tant qu'on n'est pas guidé par quelques points tout à fait sensibles. Dis-moi donc, clairement, ce que tu penses de ton fiancé. Je pense qu'il est le prince de Mantoue et que la guerre recommencera demain entre lui et vous si je ne l'épouse pas. Cela est certain, mon enfant. Je pense donc que je l'épouserai et que la guerre sera finie. Que les bénédictions de mon peuple te rendent grâce pour ton père. Oui, chérie. Je serais heureux de cette alliance. Mais je ne voudrais pas voir dans ces beaux yeux cette tristesse qui dément leur résignation. Réfléchis encore quelques jours. Te voilà, pauvre garçon. Comment te plais-tu ici? Comme un oiseau en liberté. J'aurais mieux répondu si tu avais dit comme un oiseau en cage. Ce palais en est une assez belle. Cependant, c'en est une. Les dimensions d'un palais ou d'une chambre ne fait pas l'homme plus ou moins libre. Le corps se remue où il peut. L'imagination ouvre parfois des ailes grandes comme le ciel. Dans un cachot grand comme la main. Ainsi donc, tu es un heureux fou? Très heureux. Je fais la conversation avec les petits chiens et les marmitons. Il y a là un roquet pas plus haut que cela dans la cuisine qui m'a dit des choses charmantes. En quel langage? Dans le style le plus pur. Il ne ferait pas une seule faute de grammaire dans l'espace d'une année. Pourrais-je entendre quelques mots de ce style? En vérité, je ne le pourrais pas. C'est une langue qui lui est particulière. Il n'y a pas que les petits chiens qui la parlent. Les arbres et les grains de blé, eux-mêmes la savent aussi, mais les filles de roi ne la savent pas. À quand votre noce? Dans quelques jours, tout sera fini. C'est-à-dire, tout sera commencé. Je compte vous offrir un petit présent de ma main. Quel présent? Je suis curieuse de cela. Je compte vous offrir un petit serin empaillé qui chante comme un rossignol. Comment peut-il chanter s'il est empaillé? Il chante parfaitement. En vérité, tu te moques de moi avec un rare acharnement. Au point du tout. On sera une petite serinette dans le ventre. On pousse un petit ressort sous le bras gauche. Et il chante tous les opéras nouveaux, exactement comme Mademoiselle Grisi. C'est une invention de ton esprit, sans doute. En aucune façon. C'est un serin de cour. Il y a beaucoup de petites filles très bien élevées qui n'ont d'autre procédé que celui-là.
Elles ont un petit ressort sous le bras gauche, un petit ressort en diamant fin, comme la montre d'un petit maître. Le gouverneur ou la gouvernante fait jouer le ressort. Et l'on voit aussitôt les lèvres s'ouvrir avec le sourire le plus gracieux. Une charmante cascatelle de paroles mielleuses sort avec le plus doux murmure. Et toutes les convenances sociales, pareilles à des nymphes légères, se mettent aussitôt à dansoter sur la pointe des pieds autour de la fontaine merveilleuse. Le prétendu ouvre des yeux ébahis. L'assistance chuchote avec indulgence. Et le père, rempli d'un secret contentement, regarde avec orgueil les boucles d'or de ses souliers. Je ferais revenir volontiers sur de certains sujets. Dis-moi, bouffon, que t'ont donc fait ces pauvres jeunes filles pour que tu en fasses si gaiement la satire? Le respect d'aucun devoir ne peut-il trouver grâce devant toi? Je respecte fort la laideur. C'est pourquoi je me respecte moi-même si profondément. Tu parais quelquefois en savoir plus que tu n'en dis. D'où viens-tu donc? Et qui es-tu? Pour que depuis un jour que tu es ici, tu saches déjà pénétrer des mystères que les princes eux-mêmes ne soupçonnent jamais. Est-ce à moi que s'adressent tes folies? Ou est-ce au hasard que tu parles? C'est au hasard. Je parle beaucoup au hasard, c'est mon plus cher confident. Tu sembles en effet t'avoir appris des choses que tu ne devrais pas connaître. Je croirais volontiers que tu épies mes paroles et mes actions. Dieu le sait, que vous importe. Plus que tu ne peux penser. Ce matin dans ma chambre, pendant que je mettais mon voile, j'ai entendu marcher tout à coup derrière la tapisserie. Je me trompe fort si ce n'était toi qui marchais. Soyez sûr que cela restera entre votre mouchoir et moi. Je ne suis pas plus indiscret que je ne suis curieux. Quel plaisir pourrait me faire vos chagrins? Quel chagrin pourrait me faire vos plaisirs? Vous êtes ceci et moi cela, vous êtes jeune et je suis vieux, belle et je suis laid, riche. Et je suis pauvre. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre nous. Que vous importe que le hasard ait croisé sur sa grande route deux roues qui ne suivent pas la même ornière, qui ne peuvent marquer la même poussière. Est-ce ma faute s'il m'est tombé pendant que je dormais une de vos larmes sur la joue? Tu me parles sous la forme d'un homme que j'ai aimé. Voilà pourquoi je t'écoute malgré moi. Mes yeux croient voir Saint-Jean. Mais peut-être n'es-tu qu'un espion. À quoi cela me servirait-il? Quand il serait vrai que votre mariage vous coûterait quelques larmes et que je l'aurais appris par hasard, qu'est-ce que je gagnerais à l'aller raconter? On ne me donnerait pas une pistole de plus et on ne vous mettrait pas au cabinet noir. Oh, je comprends très bien qu'il doit être très ennuyeux d'épouser le prince de Mantoue, mais après tout, ce n'est pas moi qui en suis chargé. Demain ou après-demain, vous serez parti pour Mantoue avec votre robe de noces. Et moi, je serai toujours là, sur ce tabouret, avec mes vieilles chausses. Pourquoi voulez-vous que je vous en veuille? Je n'ai aucune raison de désirer votre mort, vous ne m'avez pas prêté d'argent. Et si le hasard t'a fait connaître ce que je veux qu'on ignore, ne dois-je pas te mettre à la porte? Peur de nouvel accident? Avez-vous le dessein de me comparer à un confident de tragédie? Et craignez-vous que je ne suive votre ombre en déclamant? Oh non, ne me chassez pas, je vous en prie, je m'amuse beaucoup ici. Voilà votre gouvernante, avec des mystères plein les poches. La preuve que je ne l'écouterai pas, c'est que je m'en vais à l'office, manger une aile de pluvier que le majordome a mis de côté pour sa femme. Oh, savez-vous une chose terrible, ma chère Elsbeth? Je suis toute tremblante. Le prince n'est pas le prince, ni l'aide de camp non plus. Oh, c'est un vrai conte de fées. Quel imbroglio me fais-tu là? Oh, chut, c'est un des officiers du prince lui-même qui vient de me le dire. Le prince de Mantoue est un véritable Almaviva. Il est déguisé et caché parmi les aides de camp. Il a voulu sans doute chercher à vous voir et à vous connaître d'une manière féerique. Il est déguisé, le digne seigneur. Il est déguisé comme l'Indor, celui qu'on vous a présenté comme votre futur, et n'est qu'un aide de camp nommé Marinoni. Cela n'est pas possible. Oh, cela est certain 1000 fois. Oh, le digne homme est déguisé, il est impossible de le reconnaître. Oh, c'est une chose. C'est extraordinaire. Tu
Tiens, cela dis-tu d'un officier? D'un officier du prince, vous pouvez le lui demander à lui-même. Il ne t'a pas montré parmi les aides de camp le véritable prince de Mantoue. Mais figurez-vous qu'il en tremblait lui-même, le pauvre homme, de ce qu'il me disait. Il ne m'a confié son secret que parce qu'il désire vous être agréable et qu'il savait que je vous préviendrais. Quant à Marinoni, cela est positif. Pour ce qui est du prince véritable, il ne me l'a pas montré. Ça me donnerait quelque chose à penser si c'était vrai. Viens, amène-moi cet officier. Eh bien, qu'y a-t-il, Flamel? Tu parais hors de l'aile. Oh, madame, c'est une chose. Oh, mourir de rire. Je n'ose parler devant votre Altesse. Parle, qu'y a-t-il encore de nouveau? Au moment où le prince de Mantoue entrait à cheval dans la cour à la tête de son état-major, sa perruque s'est enlevée dans les airs et a disparu tout d'un coup. Pourquoi cela? Quelle niaiserie! Oh, madame, je veux mourir si ce n'est pas la vérité. Sa perruque s'est enlevée dans les airs et a disparu au bout de l'hameçon. Nous l'avons retrouvée dans l'office à côté d'une bouteille cassée. On ignore qui a fait la plaisanterie. Mais le duc n'en est pas moins furieux. Il a juré que si l'auteur n'en est pas puni de mort, il déclarera la guerre au roi votre père et mettra tout à feu et à sang. On vient écouter la fin de cette histoire. Mon sérieux commence à m'abandonner. Madame, eh bien, quelle nouvelle? Madame, le bouffon du roi est en prison. C'est lui qui a enlevé la perruque du prince. Le bouffon est en prison? Et sur l'ordre du prince? Oui, Altesse. Viens. Il faut que je lui parle. Non! Laisse-moi me démasquer! Il est temps que j'éclate, que ça ne se passera pas ainsi! Feu et sang! Une perruque royale au bout d'un hameçon! Sommes-nous chez les barbares? Dans les déserts de la Sibérie? Y a-t-il encore sous le soleil quelque chose de civilisé, de convenable? J'écume de colère, les yeux me sortent de la tête! Vous perdez tout dans cette violence! Mais ce père! Ce roi de Bavière! Un monarque vanté dans tous les almanachs de l'année passée! Un homme qui a un extérieur si décent, qui s'exprime en termes si mesurés, qui se met à rire en voyant la perruque de son gendre voler dans les airs. Et car enfin, Marinoni, je conviens que c'est ta perruque qui a été enlevée, mais n'est-ce pas toujours celle du prince de Mantoue, puisque c'est lui qu'on croit voir en toi? Quand je pense que si c'eût été moi, en chair et en os, ma perruque aurait peut-être... Oh! Il y a une providence. Lorsque Dieu m'a envoyé tout à coup l'idée de me travestir, lorsque c'était clair, à traverser ma pensée, il faut que je me travestisse. Ce fatal événement a été prévu par le destin. C'est lui qui a sauvé de l'affront intolérable la tête qui gouverne mes peuples. Mais par le ciel de Dracanus, qui a trop longtemps trahi en ma dignité, puisque les majestés civiles et humaines sont impitoyablement violées et lacérées, puisqu'il n'y a plus chez les hommes de notion de bien ou de mal, puisque le roi de plusieurs milliers d'hommes éclate de rire comme un palefrenier devant une perruque. Marinoni, rends à mon habit. Si mon souverain le commande, je suis prêt à souffrir pour lui 1000 tortures. Je connais ton dévouement. Viens, je vais dire au roi son fait en propres termes. Vous refusez la main de la princesse? Elle vous a cependant lorgné d'une manière évidente pendant tout le dîner. Tu crois? Je me perds dans un abîme de perplexité. Viens, allons toujours chez le roi. Mais que faut-il faire, Altesse? Remets-le pour un instant. Tu me le rendras tout à l'heure. Ils seront bien plus pétrifiés en m'entendant prendre le ton qui me convient sous ce frac de couleur foncée. Je ne sais s'il y a une providence, mais c'est amusant d'y croire. Voilà pourtant une pauvre petite princesse qui allait épouser à son corps défendant un animal immonde. Un cuistre de province à qui le hasard a laissé tomber une couronne sur la tête comme l'aigle déchire sa tortue. Tout était préparé. Les chandelles allumées, le prétendu poudré, la pauvre petite confessée. Elle avait essuyé les 2 larmes que j'ai vues couler ce matin. Rien ne manquait que 2 ou 3 capucinades pour que le malheur de sa vie fût en règle.
Il y avait dans tout cela la fortune de 2 royaumes, la tranquillité de 2 peuples. Et il faut que j'imagine de me déguiser en bossu pour venir me griser d'air chef dans l'office de notre bon roi et pêcher au bout d'une perruque la ficelle de son cher allié. Ah, décidément, lorsque je suis gris, je crois que j'ai quelque chose de surhumain. Voilà le mariage manqué. Et tout remis en question. Le prince de Mantoue a demandé ma tête en échange de sa perruque. Le roi de Bavière a trouvé la peine un peu forte et n'a consenti qu'à la prison. Le prince de Mantoue, grâce à Dieu, est si bête. Il se ferait couper en morceaux plutôt que dans des martres. Ainsi la princesse reste fille. Du moins pour cette fois. S'il n'est pas là le sujet d'un poème épique en 12 chants, je ne m'y connais pas. Pope et Boileau ont fait des vers admirables sur des sujets bien moins importants. Ah, si j'étais poète, comme je peindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs. Et celui qui est capable de faire de pareilles choses dédaigne de les écrire. Ainsi la postérité s'en passera. Lyodore, voyez, cela n'est pas douteux. Il a ôté sa perruque postiche, sa difformité a disparu en même temps. Le voilà tel qu'il est, tel que ces peuples le voient sur son char de triomphe. Oh, c'est le noble prince de Mantoue. Oui, c'est lui. Voilà ma curiosité satisfaite. Je voulais voir son visage et rien de plus. Il est beau comme un vrai Jésus. Pourquoi m'as-tu donné à lire tant de romans et de contes de fées? Pourquoi as-tu semé dans ma pauvre pensée tant de fleurs étranges et mystérieuses? Comme vous voilà ému. C'est vous, princesse. Si c'est la grâce du bouffon du roi que vous m'apportez si divinement, laissez-moi remettre ma bosse et ma perruque, ce sera fait dans un instant. Oh, prince, qu'il vous sied mal de nous tromper ainsi. Ne reprenez pas ce costume, nous savons tout. Prince? Où envoyez-vous-en? À quoi sert-il de dissimuler? Je ne dissimule pas le moins du monde. Par quel hasard m'appelez-vous prince? Je connais mes devoirs envers votre Altesse. Madame, je vous supplie de m'expliquer les paroles de cette honnête dame. Y a-t-il réellement quelque méprise extravagante ou suis-je l'objet d'une raillerie? Pourquoi le demander, lorsque c'est vous-même qui raillez? Suis-je donc un prince par hasard? Concevrait-on quelques soupçons sur l'honneur de ma mère? Qui êtes-vous? Si vous n'êtes pas le prince de Mantoue? Mon nom est Fantasio. Je suis un bourgeois de Munich. Un bourgeois de Munich? Pourquoi ce déguisement? Que faites-vous ici? Madame, je vous supplie de me pardonner. Que veut dire cela? Qu'on le fasse sortir! Relevez-vous. Je vous fais grâce d'une punition que vous mériteriez peut-être. Qui vous a poussé à cette action? Je ne puis dire la raison qui m'a conduit ici. Vous ne pouvez le dire. Et cependant, je veux le savoir. Excusez-moi, je n'ose l'avouer. Oh, partons, Elsbeth, ne vous exposez pas à entendre des discours indignes de vous. Cet homme est un voleur ou un insolent qui va vous parler d'amour. Je veux savoir la raison qui vous a fait prendre ce costume. Je vous supplie, épargnez-moi. Non, non, parlez, ou je ferme sur vous cette grille pour 10 ans. Madame. Madame, je suis criblé de dettes. Mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. À l'heure où je vous parle, mes meubles sont vendus, et si je n'étais pas dans cette prison, je serais dans une autre. On a dû venir m'arrêter hier soir, ne sachant où passer la nuit ni comment me soustraire aux poursuites des huissiers. J'ai imaginé de prendre ce costume et de venir me réfugier au pied du roi. Si vous m'en donnez la liberté, on va me prendre au colère.
Mon oncle est un avare qui vit de pommes de terre et de radis et me laisse mourir de faim dans tous les cabarets du royaume. Puisque vous voulez le savoir, je dois 20 000 écus. Tout cela est-il vrai? Si je mange, je consens à les payer. Oh, voilà des chevaux qui passent. Oh, c'est le roi en personne, si je pouvais faire signe à quelques pages. Oh là, Flamel! Flamel! Où allez-vous donc? Le prince de Mantoue? Oui, la guerre est déclarée. Il y a eu entre lui et le roi une scène épouvantable devant toute la cour. Et le mariage de la princesse est rompu. Entendez-vous, monsieur Fantasio? Vous avez fait manquer mon mariage. Oh, Seigneur mon Dieu, le prince de Mantoue s'en va et je ne l'aurais pas vu. Si la guerre est déclarée, quel malheur. Vous appelez ça un malheur, Altesse? Aimeriez-vous mieux un mari qui prend fait et cause pour sa perruque? Et madame, si la guerre est déclarée, nous saurons quoi faire de nos bras. Les oisifs de nos promenades mettront leurs uniformes. Moi-même, je prendrai mon fusil de chasse s'il n'est pas encore vendu. Nous irons faire un tour d'Italie. Et si vous entrez jamais à Mantoue, ce sera comme une véritable reine, sans qu'il soit besoin pour cela d'autres cierges que nos épées. Fantasio, veux-tu rester le bouffon de mon père? Je te paie tes 20 000 écus. Je le voudrais de grand cœur. Et si j'y étais forcé, je sauterais par la fenêtre pour me sauver un de ces jours. Pourquoi? Tu vois que Saint-Jean est mort, il nous faut absolument un bouffon. J'aime ce métier plus que tout autre. Et je ne saurais faire aucun métier. Si vous trouvez que cela vaille 20 000 écus de vous avoir débarrassé du prince de Mantoue, donnez-les-moi. Et ne payez pas mes dettes, un gentilhomme sans dette ne saurait où se présenter. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de me trouver sans dette. Eh bien, je te les donne. Mais... prends la clé de mon jardin. Le jour où tu t'ennuieras d'être poursuivi par tes créanciers, viens te cacher là où je t'ai trouvé ce matin. Aie soin de prendre ta perruque et ton ami bariolé. Ne parais jamais devant moi sans cette taille contrefaite et ces grelots d'argent. Car c'est ainsi que tu m'appelais. Tu redeviendras mon bouffon pour le temps qu'il te plaira de l'être. Et puis... tu iras à tes affaires. Tu peux t'en aller. Est-il possible que le prince de Mantoue soit parti sans que je l'ai vu? Vie et mort sont un rêve, et de tous ces rêves enfuis, éveillerons-nous la lune en sa sérénité? Sera-t-elle l'abri, la côte hospitalière, après tant de tourments qui brisèrent notre vie? Les fleurs printanières y seront-elles cueillies, accompagnant nos pas pour notre rédemption? Ah, quand la terre mourante se fondra derrière nous, combien nous souffrirons nos folies d'ici-bas. Chaque année trépassée est pour nous un aimant
vers des cieux